Je n'ai jamais cherché à remettre en question les livres d'histoire. Mais alors j'ai vu les bâtiments, les dômes de verre impossibles s'étendant sur des hectares, les palais en terre cuite avec des sculptures que nous ne pourrions pas reproduire aujourd'hui, les halls d'exposition érigés en quelques mois qui nous prendraient des années. Ce n'était pas de la construction primitive avec des charrettes tirées par des chevaux, c'était quelque chose d'hérité. Et puis, comme par horloge, les catastrophes sont arrivées. Des incendies qui ont réduit des villes entières en cendres, des inondations enterrant les premiers étages du jour au lendemain sur tous les continents, des tremblements de terre avec une précision chirurgicale. Demandez-vous, quelles sont les chances que chaque grande ville abritant ces impossibilités ait subi une destruction catastrophique dans la même fenêtre étroite? Et avec chaque catastrophe, la cascade a commencé. Les techniques de construction ont disparu, les plans architecturaux ont brûlé, les artisans maîtres se sont tus, les registres de population se sont fragmentés, des données de recensement qui ne concordent pas, des trains d'orphelins transportant des centaines de milliers d'enfants venus de nulle part, des asiles se remplissant de confus, des lignées familiales entières effacées. Et c'est alors que je suis tombé sur la question qui a tout fracassé. S'il y avait un monde différent avant le nôtre, une civilisation qu'on nous dit inexistante, où sont passés tous les gens? Pas les bâtiments, pas l'architecture, les gens, les témoins, les survivants. Où sont-ils? Tout a commencé avec des photographies, des scènes de rue de la fin des années 1800 provenant de villes du monde entier. San Francisco, Melbourne, Moscou, Buenos Aires, Chicago. Je faisais des recherches sur le développement urbain quand j'ai remarqué quelque chose de particulier sur image après image. Des rues en cours d'excavation, des bâtiments avec leurs premiers étages partiellement enterrés, des ouvriers creusant des pâtés de maisons entiers. Les légendes officielles parlaient de nivellement ou de projet d'élévation des rues, mais l'échelle était fausse, la fréquence était fausse, le timing était faux. À San Francisco seul, entre 1850 et 1915, la ville semble s'être excavée et nivelée plusieurs fois. Pas des ajustements mineurs, des quartiers entiers. Et voici la partie la plus étrange. Personne ne semblait trouver cela inhabituel. Pas de protestation des propriétaires. Pas de tollé public concernant les dépenses massives. Pas de registre détaillé d'où venait toute cette terre ou où elle allait. Juste des milliers d'ouvriers, jour après jour, déplaçant des quantités incompréhensibles de terre, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Cela soulève une question simple mais critique. Si un événement, ou une série d'événements, avait recouvert des portions substantielles de villes dans le monde entier de boue et de débris, où sont les témoignages de première main? Où sont les histoires des survivants? Le schéma se répète avec une précision troublante sur tous les continents et décennies. J'ai commencé à compiler des rapports de journaux, des registres municipaux, des sociétés historiques. Ce que j'ai trouvé n'était pas une conspiration du silence, mais quelque chose de plus subtil et plus inquiétant. Une absence systématique d'explication. Prenez Chicago après l'incendie de 1871. La ville se reconstruit avec une rapidité stupéfiante. Des centaines de bâtiments élaborés, y compris des structures qui prendraient des années à construire avec des méthodes conventionnelles, apparaissant en moins d'une décennie. Mais quand vous cherchez des registres de construction détaillés, des plans architecturaux, des témoignages d'ouvriers, la documentation est clairsemée, incohérente, comme si quelqu'un avait pris grand soin d'enregistrer que des bâtiments ont été érigés, mais pas comment ni qui les a construits, ou considérer les grands trains d'orphelins d'Amérique, qui ont fonctionné de 1854 à 1929. Le récit officiel nous dit que 250 000 enfants, peut-être plus, ont été transportés des villes de l'Est vers des foyers de l'Ouest et du Midwest. On nous dit que c'était des enfants des rues, des rejetons d'immigrants, des victimes de la pauvreté urbaine. Mais plus je creusais dans les registres, plus les chiffres cessaient d'avoir du sens. 250 000 enfants. Ce n'est pas un programme social, c'est une réinitialisation démographique. Et c'est là que les registres d'asile deviennent impossibles à ignorer. Entre 1840 et 1880, quelque chose d'extraordinaire s'est produit rien qu'aux États-Unis. La construction de centaines d'institutions psychiatriques massives. Ce n'étaient pas de petites installations, c'étaient des structures palatiales.
beaucoup construites dans ce même style orné qu'on voit dans les anciennes foires mondiales et les grands bâtiments civiques. L'asile d'aliénés Trans-Allegheny, l'asile d'aliénés d'Athens, l'asile d'État de Buffalo, l'hôpital d'État de l'Oregon. Encore et encore. L'explication officielle est que c'était un mouvement progressiste, un effort de réforme pour traiter les malades mentaux humainement. Cette explication s'effondre ici. La vitesse de construction, la sophistication architecturale, le nombre de lits, tout cela s'est produit pendant une période où, nous dit-on, l'Amérique émergeait à peine du statut de frontière. Mais voici ce qui me trouble vraiment. Qui a rempli ces asiles? Les registres, là où ils existent, montrent des milliers et des milliers de patients avec des diagnostics étrangement similaires. Mélancolie, manie aiguë, amnésie, confusion de pensée. Beaucoup sans antécédents enregistrés avant l'admission, pas de dossiers familiaux, pas d'origine documentée, juste des prénoms, parfois des noms de famille, et un diagnostic qui semble conçu pour expliquer une chose, la perte de mémoire. Et si ce n'était même pas du tout des établissements de traitement? Et si c'était des centres de confinement? Réfléchissez-y. Si un événement catastrophique avait perturbé la civilisation à grande échelle, enterrant des villes, déplaçant des populations, détruisant des infrastructures, à quoi ressemblerait l'après? Vous auriez des survivants errants, désorientés, traumatisés, des gens racontant des histoires sur le monde d'avant, des histoires qui ne correspondaient pas aux nouveaux récits en cours de construction, des histoires qui devaient être gérées, pas éliminées, pas par la violence, mais redirigées, confinées, médicalisées. Quelle meilleure façon de discréditer un témoin que de l'institutionnaliser, d'étiqueter leurs souvenirs comme des délires, de mélanger de véritables survivants avec des patients qui avaient vraiment besoin de soins, créant un système où vérité et folie devenaient indiscernables? Les registres montrent que de nombreux patients d'asile ont été internés pour des raisons qui semblent absurdes aujourd'hui. Excitation politique, lecture de romans, enthousiasme religieux, nostalgie. Ce dernier apparaît encore et encore dans les registres d'admission. Nostalgie. Un désir excessif du passé, ou peut-être un désir d'un passé qui officiellement n'a jamais existé. Si vous trouvez cette enquête convaincante, envisagez de suivre cette chaîne pour plus d'explorations approfondies des mystères architecturaux et de l'histoire perdue. Mais les adultes pouvaient être contenus, pouvaient être gérés par des institutions et la pression sociale. Les enfants posaient un problème différent. Les enfants parlent, les enfants se souviennent. Les enfants posent des questions auxquelles leurs parents ne peuvent pas ou ne veulent pas répondre. Et donc nous avons les trains d'orphelins, 250 000 d'enfants retirés des centres urbains et dispersés à travers l'Amérique rurale, où ils grandiraient déconnectés de leurs origines, intégrés dans des familles sans connaissance de leur passé, leurs souvenirs rejetés comme fantasmes enfantins. Les registres officiels sont désespérément vagues sur la provenance de ces enfants. Enfants des rues, épaves sans abri, enfants trouvés. Mais les enfants trouvés n'apparaissent pas par groupes de dizaines ou de centaines. Et pourtant c'est exactement ce que nous voyons. Des raveles massifs d'enfants traités par des institutions comme l'hôpital des enfants trouvés de New York ou la Société d'aide à l'enfance, puis expédiés vers l'Ouest avec une documentation minimale sur leurs familles ou origines. Certains chercheurs ont noté le nombre frappant d'enfants dans ces programmes sans mémoire de leurs parents. Pas des orphelins avec des histoires de perte, mais des enfants qui ne pouvaient tout simplement pas se souvenir. Comme s'ils avaient vécu quelque chose de si traumatisant que des portions entières de leur enfance avaient été effacées. Qu'arrive-t-il à la mémoire d'une société quand vous retirez 250 000 de ses plus jeunes témoins? Maintenant, élargissez cela vers l'extérieur, parce que le schéma n'est pas limité à l'Amérique. Plus je cherchais, plus je trouvais des programmes similaires, fonctionnant simultanément à travers le monde. Les programmes de migration d'enfants d'Australie, le programme des Home Children du Canada, les programmes d'émigration d'enfants britanniques, les orphelinats d'Argentine, les hôpitaux pour enfants trouvés de Russie, tous opérant dans la même période approximative, années 1850 jusqu'au début des années 1900, tous déplaçant des enfants à grande échelle, tous avec une documentation qui semble simultanément exhaustive et creuse,
Nous avons des chiffres, des dates, des noms, mais presque pas d'histoire. Pas de voix, pas de souvenirs préservés. Cela soulève une question simple mais critique à laquelle je reviens sans cesse. Comment coordonner quelque chose comme ça à l'échelle mondiale, à une époque avant la communication rapide, avant les organisations internationales, avant l'infrastructure que nous associons à la coopération mondiale? Comment des dizaines de nations mettent-elles simultanément en œuvre des programmes presque identiques pour gérer des populations déplacées? Pas pourquoi elles le feraient, pas quand elles ont décidé, pas sous quelle autorité. Non, comment? Comment une telle coordination est-elle possible sans laisser de traces écrites qui rendent la coordination explicite? À moins que ce ne soit pas de la coordination du tout, à moins qu'elles ne répondaient toutes au même événement. J'ai mentionné plus tôt que cette enquête a commencé avec des bâtiments. Nous y revenons maintenant, car l'architecture raconte sa propre histoire d'oubli. Marchez dans n'importe quelle grande ville construite avant 1920, et vous trouverez des structures qui semblent impossibles pour leur date de construction revendiquée. Palais de justice, gares, bibliothèques, halls d'exposition, tous construits avec un niveau de savoir-faire et de sophistication architecturale qui appartenaient supposément à des civilisations qu'on nous dit primitives ou inexistantes quelques décennies plus tôt. Les preuves suggèrent quelque chose de beaucoup plus grand. Ces bâtiments n'ont peut-être pas été construits pendant les périodes revendiquées. Ils ont peut-être été excavés, réutilisés, ou simplement réétiquetés. Mais accepter cette possibilité signifie accepter qu'une infrastructure valant toute une civilisation existait déjà, une infrastructure qui devait être expliquée, ou mieux encore incorporée dans un nouveau récit où elle a toujours appartenu à nous, mais les bâtiments avaient besoin de gardiens, des gens pour les gérer, les exploiter, les maintenir. Et c'est là que nous voyons un autre schéma curieux, l'essor de l'accréditation et de la certification professionnelle à la fin des années 1800. Soudain, vous aviez besoin d'une formation spécifique pour être architecte, médecin, ingénieur. Les anciennes connaissances qui auraient ne pu être transmises par l'expérience ou l'apprentissage, ont été systématisées, formalisées, contrôlées. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le nier. L'effacement simultané d'un système de connaissances et la mise en œuvre d'un autre. Pas par la force, mais par la bureaucratie, par les accréditations, par l'insistance tranquille que les anciennes méthodes étaient primitives, non scientifiques, dangereuses, et qui ne pouvaient pas obtenir d'accréditation. Les personnes âgées, les traumatisés, les patients d'asile, les enfants dispersés dans les zones rurales, les témoins. Dans les années 1920 et 1930, quelque chose change dans les archives historiques. Les lacunes commencent à se combler, la documentation devient plus cohérente, les photographies plus abondantes, les témoignages personnels plus alignés avec les récits officiels. C'est comme si le monde était soudainement devenu net dans la chronologie que nous reconnaissons. Mais voici ce qui me hante, cette dernière génération qui aurait pu se souvenir. Les gens nés dans les années 1850 et 1860, qui auraient été adultes pendant l'ère présumée du déluge de boue, qui auraient pu raconter à leurs petits-enfants le monde d'avant. Ils meurent en nombre massif pendant la Première Guerre mondiale et la pandémie de grippe espagnole. Une autre perturbation démographique, une autre rupture dans la chaîne de la mémoire. Je ne suggère pas que ces événements ont été fabriqués, mais le timing. La minutie avec laquelle ils ont retiré les derniers témoins qui auraient pu contredire le récit établi. La façon pratique dont ils sont apparus, juste au moment où la première génération née dans le nouvel ordre arrivait à l'âge adulte. Le schéma se répète avec une précision troublante. Alors où sont-ils tous allés? Les survivants du déluge de boue, s'ils ont existé, les témoins de l'événement ou de la transition survenue. Où sont leurs voix? Certains, je crois, ont fini dans des asiles, leurs souvenirs pathologisés hors de l'existence. D'autres dispersés dans des trains d'orphelins, leurs enfances effacées, leurs questions sans réponse. Certains se sont probablement intégrés tranquillement, choisissant le silence plutôt que le coup social d'être étiquetés fous ou arriérés. Certains sont morts dans les épidémies et les guerres qui ont opportunément balayé juste quand leurs témoignages auraient été les plus précieux. Mais surtout, ils sont allés là où vont tous les témoins gênants, dans le silence. Pas par un acte dramatique unique de suppression, mais par 1000 pressions discrètes. Pression sociale pour se conformer,
pression économique pour accepter les nouveaux systèmes, pression médicale pour douter de leurs propres souvenirs, pression éducative pour abandonner les anciennes connaissances en faveur de nouvelles accréditations. Les preuves suggèrent quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple dissimulation. Elles suggèrent une réorganisation totale de la civilisation, si minutieuse et si bien exécutée qu'en 2 générations, le monde précédent était devenu mythe. Les survivants sont devenus patients, enfants trouvés, individus dispersés sans voix collective. Leurs enfants sont devenus la première génération du nouvel ordre, nés dans un monde où le passé était ce que les manuels disaient qu'il était. J'ai commencé cette enquête en cherchant des gens. J'ai trouvé des absences, des lacunes où il devrait y avoir des voix, des registres qui documentent tout sauf ce qui compte, des photographies qui montrent l'excavation mais pas l'explication, des bâtiments qui apparaissent entièrement formés sans calendrier de construction. Des enfants arrivant en wagon sans histoire d'origine. L'histoire officielle nous dit que la fin des années 1800 et le début des années 1900 était une période de progrès, d'industrialisation et d'expansion sans précédent. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que tous ces bâtiments ornés ont vraiment été construits en quelques années par des civilisations à cheval et charrette. Peut-être que 250 000 enfants étaient vraiment tous des gamins des rues. Peut-être que l'essor des asiles était vraiment juste une réforme progressiste. Peut-être que chaque grande ville avait vraiment besoin de s'excaver pour des projets de nivellement de routine. Peut-être. Mais les questions persistent, elles s'accumulent. Elles forment des schémas qui ne peuvent pas être expliqués par la coïncidence ou l'évolution sociale naturelle. Quelque chose s'est produit. Quelque chose de suffisamment important pour nécessiter une réinitialisation mondiale, suffisamment important pour que les témoins doivent être retirés, les souvenirs effacés et une nouvelle histoire officielle écrite. Qu'est-il arrivé aux survivants du déluge de boue? Peut-être que la meilleure question est: que faudrait-il pour qu'une civilisation entière oublie? Quelle combinaison d'institutionnalisation, de relocalisation, de systèmes d'accréditation, de pression sociale et de renouvellement générationnel faudrait-il pour remplacer une version de l'histoire par une autre en seulement 50 ans? Pas grand-chose, il s'avère. Juste des asiles pour ceux qui se souvenaient trop clairement. Des trains d'orphelins pour ceux qui pourraient un jour se souvenir. Des guerres et des pandémies pour retirer les témoins finaux. Et du temps. Du temps pour que la dernière personne qui connaissait la vérité meure dans un asile quelque part, ses souvenirs classés sous Goa, délire de grandeur, ou nostalgie d'un lieu qui n'a jamais existé. Je n'ai pas de réponse. Seulement des questions qui se multiplient, plus je creuse. Seulement des schémas qui se répètent avec une précision troublante. Seulement des absences là où la présence devrait être évidente. Seulement du silence là où il devrait y avoir des voix. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le nier, et maintenant, vous non plus.